Voilà, maintenant qu'on a vu cette longue introduction historique du magnétisme en 4 volets, on peut enfin passer à la théorie moderne du magnétisme. Et pour ça, je te propose de commencer avec l'expérience d'Ørsted, qui est en fait l'expérience fondatrice de cette théorie. Alors voilà, comme son nom l'indique, l'expérience d'Ørsted a été réalisée pour la première fois par le savant danois Hans Ørsted, c'était au début du 19e siècle. Et le grand intérêt de cette expérience, c'est qu'elle a permis de révéler un lien étroit entre électricité et magnétisme, qui, il est vrai, étaient considérés jusqu'alors comme 2 domaines tout à fait séparés des sciences. Alors voilà, pour la petite histoire, Hans Ørsted était professeur de physique à l'université de Copenhague et dans le cadre de son cours, il proposait à ses étudiants des démonstrations expérimentales, notamment dans le domaine de l'électricité. Alors pour une de ces expériences, il disposait d'une pile de Volta qui avait été inventée quelques années auparavant et il s'intéressait avec ses étudiants à l'effet d'échauffement qu'on peut observer quand on relie les 2 bornes de la pile ici avec un câble métallique. Voilà, on va fermer le circuit ici, et si on fait ça et qu'on tient le fil ici, on sent un dégagement de chaleur, on sent une augmentation de la température. Une expérience extrêmement simple, comme tu peux le voir, il se fait que dans le courant de l'année 1820, alors qu'il répétait cette expérience avec ses étudiants, Hans Ørsted aurait oublié sur le banc, ici il aurait été un petit peu négligent, il aurait oublié une vieille boussole. Et on dit donc, c'est ce que l'histoire raconte, que c'est un petit peu par hasard qu'il aurait constaté que quand on ferme le circuit ici, l'aiguille de la boussole est déviée. Et ceci était tout à fait reproductible, comme ceci on voyait à chaque fois l'aiguille déviée. Voilà, c'est un petit peu surprenant, puisque ça révèle un lien entre électricité et magnétisme, mais en fait, au départ, ce lien, cette interaction entre électricité et magnétisme pouvait être vue comme un phénomène assez banal, parce qu'on connaissait une telle interaction, et encore bien plus impressionnante que ça, c'était lors d'orages. Quand la foudre tombe, tu le sais probablement, lorsque la foudre tombe, les aiguilles de boussole deviennent folles, elles commencent à tourner dans tous les sens. Voilà, c'est un phénomène bien connu depuis quasiment l'invention de la boussole, puisque d'ailleurs ça causait de gros problèmes de navigation avec des naufrages importants. Alors voilà, depuis le XVIIIe siècle avec Benjamin Franklin entre autres, on sait que la foudre est un phénomène électrique. Il s'agit donc bien d'une interaction ici entre électricité et magnétisme. Mais cette interaction n'impressionnait personne en fait, parce qu'on l'expliquait grâce au rôle intermédiaire de la chaleur ici qui était déposée par la foudre. On le sait maintenant, la température ici au sein d'un éclair, elle est de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers de degrés. Et donc il était assez crédible de penser que la température était suffisante pour perturber le champ magnétique. L'idée qui était suivie ici était celle en fait qui avait déjà été émise par William Gilbert. William Gilbert, qui, rappelle-toi, avait étudié les effets thermiques sur le magnétisme. Et il avait vu, effectivement, que la chaleur peut modifier le champ magnétique, par exemple, d'un aimant. Il a même montré qu'en chauffant suffisamment un aimant, le champ magnétique peut disparaître tout à fait. Donc voilà, l'idée, c'était que cet effet thermique intervenait ici comme intermédiaire entre électricité et magnétisme. La perturbation électrique ici, ça c'est la foudre qui tombe, delta E, la perturbation électrique, le choc électrique qu'on voit apparaître ici, provoque une élévation de température qui elle-même provoque une modification du champ magnétique terrestre et qui explique pourquoi la boussole est déviée. Et on voit dans cette explication qu'il n'y a pas de lien direct entre électricité et magnétisme. Magnétisme et électricité peuvent rester 2 domaines séparés, c'est les effets thermiques ici qui relient les 2. Et donc voilà, cette explication était très confortable, elle était relativement crédible dans le cas de la foudre qui tombe, parce que l'énergie qui est donnée ici à la Terre sous forme thermique est importante, mais ici, il faut reconnaître que ça ne convainc personne, et certainement pas Hans Ørsted. L'effet de température qu'on a ici est minime, on ne voit pas très bien comment il pourrait affecter le magnétisme terrestre. Et donc, on a une grosse question ici, puisque ce que révèle l'expérience d'Ørsted, c'est un lien direct entre magnétisme et électricité, puisque les effets de température sont négligeables, ils ne peuvent pas être pris en compte. Voilà, donc Hans Ørsted
disait que cette fois-ci, il avait une expérience qui démontrait un lien direct entre électricité et magnétisme. Et ça, c'est une grosse interrogation, bien sûr. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Qu'est-ce qui se produit ici? On a ici un objet purement magnétique, qui est supposé ne réagir qu'au champ magnétique, le champ magnétique qui lui-même est dû aux charges magnétiques. Je te rappelle ici la formule de Coulomb. Pour le champ magnétique, ce champ magnétique est dû à la charge magnétique, on le voit ici. Voilà, et le champ magnétique n'affecte que les charges magnétiques. Donc voilà, si l'aiguille de la boussole est déviée par la présence d'un aimant, eh bien c'est parce que le pôle nord de la boussole ici est attiré par le pôle sud. Autrement dit, le pôle nord de l'aiguille est pris dans le champ magnétique généré par le pôle sud de l'aimant. Voilà, je viens de le mettre en évidence. Mais en l'absence d'aimant, ce pôle nord n'a aucune raison de subir la moindre force. Voilà, la pile de Volta ici n'est absolument pas un objet magnétique. Il y a juste des charges électriques, il y a accumulation de charges plus, de charges moins, donc tout au plus, il y a du champ électrique. Mais le champ électrique, lui, ne concerne que les charges électriques. Comme le montre ici la loi de Coulomb pour le champ électrique. La charge électrique génère un champ électrique qui n'a rien à voir, qui n'a aucune influence a priori sur un pôle magnétique. Les deux domaines des sciences étaient, je le répète, complètement distincts. Et donc on ne s'attendait pas à ce que le circuit soit fermé ou pas ici, il n'y a rien qui devrait changer, ça c'est ce qu'on pensait. Et en fait, ce que Hans Ørsted montre, c'est que ce n'est pas ça. Quand je ferme le circuit, je vois clairement le pôle nord ici qui subit une force, le pôle sud aussi d'ailleurs, je ne parle pas du pôle sud, mais c'est clair que ça va ensemble. Donc voilà, il se passe quelque chose, et je le répète, de manière tout à fait reproductible. À chaque fois qu'on ferme le circuit, on voit apparaître ici une déviation. Voilà, donc grand mystère bien sûr, puisqu'à l'époque on ne savait pas ce qui se passait. Toi peut-être que tu as une idée maintenant de ce qui se passe ici pour expliquer la déviation de l'aiguille. Qu'est-ce qui se produit? Quelle est la différence entre le circuit ouvert et le circuit fermé? Tu l'as probablement deviné, c'est le courant. On le sait maintenant qu'il existe un courant électrique qui passe du plus vers le moins ici. Et en fait, la théorie moderne du magnétisme montre qu'effectivement, c'est le courant qui est responsable de la déviation de l'aiguille. C'est le courant qui génère du champ magnétique. Voilà, mais à l'époque, on ne le savait pas, bien sûr. C'est pourquoi je laisse le point d'interrogation ici. Ørsted n'avait pas d'explication à ce phénomène. Le courant, voilà, depuis la loi d'Ohm, on pouvait plus ou moins percevoir de quoi il s'agissait, mais la loi d'Ohm n'a été formulée qu'en 1827, 7 ans après cette expérience. Donc tout au plus, à l'époque, on pensait éventuellement à un fluide électrique qui passait, mais bref, ça restait électrique, et on ne voyait pas en quoi ça pouvait influencer un système magnétique comme l'aiguille de la boussole. Donc voilà, gros mystère. Mais pour cette expérience, qu'on va voir maintenant en grandeur réelle, qui a été réalisée donc par mes collègues de l'École polytechnique fédérale de Lausanne, on va voir ici un expérimentateur qui va venir fermer le circuit sur la borne positive ici d'un générateur de tension qui remplace la pile de Volta, mais c'est essentiellement la même chose que ça réalise. Une fois que le circuit sera fermé, une fois que la borne sera ici, le circuit va véhiculer un courant, le courant qui va passer par cette barre métallique ici, et comme tu vois, elle passe, cette barre métallique, au-dessus d'une boussole qui va être déviée. Tu verras, c'est très simple, l'expérience d'Ørsted, la voici. On va relier, on ferme le circuit, et on voit l'aiguille de la boussole qui change de position. Voilà, rien de plus. Alors, Hans Ørsted a eu la très bonne idée de publier cet article donc dans les revues scientifiques de l'époque. C'est un article dont le titre ici est en latin, je vais te le traduire, c'est « Expérience sur l'effet d'un choc électrique sur une aiguille magnétique ». Expérience sur l'effet d'un choc électrique sur une aiguille magnétique. Ça traduit bien ce qu'il a observé. C'est un article tout simple, on va le feuilleter ensemble. J'ai la première page ici, deuxième page, troisième page, quatrième page et c'est fini. C'est un article assez surprenant parce que tu auras remarqué, comme moi, qu'il n'y a pas la moindre équation dans cet article. Il n'y a pas non plus le moindre chiffre qui pourrait révéler une approche expérimentale avec des mesures expérimentales
rien. Oersted s'y exprime ici en termes quasiment philosophiques. Et la raison de ça, en fait, c'est que Oersted appartenait à un mouvement intellectuel qu'on appelle le romantisme. Le romantisme qui est apparu au début du XIXe siècle en opposition à la philosophie des Lumières, qui, elle, avait été introduite par Descartes et Newton dès le XVIIe siècle. Alors, selon la philosophie des Lumières, pour faire simple, les progrès scientifiques étaient réalisés grâce à la mesure expérimentale et à l'exploitation des mathématiques pour modéliser le monde qui nous entoure, pour mieux le comprendre, pour mieux le maîtriser ici en vue de progrès techniques. Alors que le romantisme, c'est un petit peu le contre-pied. On disait que les vrais progrès scientifiques étaient réalisés seulement lorsque le scientifique était capable de s'émerveiller devant l'harmonie et la beauté de la nature. Tu comprendras donc pourquoi j'ai mis ici un petit bouquet de fleurs. Alors, une des grandes idées maîtresses du romantisme était que la nature était unifiée. Et c'est précisément là que Hans Oersted a retrouvé cette idée de nature unifiée, puisqu'il a vu cette interaction entre électricité et magnétisme qui semblait montrer qu'effectivement, électricité et magnétisme sont deux aspects d'une même réalité physique. Voilà, tout ça c'est pour la petite histoire. Alors, heureusement, cet article est tombé entre les mains de scientifiques qui adhéraient encore à l'approche cartésienne et newtonienne des sciences. Et un de ces scientifiques, c'est André-Marie Ampère, qui a donc lu cet article. Il a été intrigué, il a repris l'expérience d'Oersted, il a fait des mesures, il a beaucoup réfléchi, il a proposé d'autres configurations expérimentales, il a refait des mesures, et surtout, il en a fait un traitement mathématique extrêmement élaboré, dont on voit ici un tout petit fragment. On voit qu'il s'inscrivait dans la ligne directe de Newton. Voilà, tu verras. Tout ceci, on le découvrira dans les séquences qui vont suivre, ce sera assez passionnant. Mais voilà, je voudrais revenir un moment sur Oersted, parce que je ne voudrais pas que tu crois que je voudrais diminuer le mérite d'Oersted, bien au contraire. Oersted, avec son article, avec les idées qu'il y exprime, a tout simplement abattu le mur qui séparait électricité et magnétisme, qui étaient effectivement considérés comme deux domaines totalement distincts des sciences, deux domaines qui n'avaient rien à se dire. Donc voilà, l'article de Oersted a été extraordinaire, puisque depuis lors, électricité et magnétisme sont devenus tout simplement inséparables. Ils ont eu énormément de choses à se raconter, et de leur union est né un petit rejeton qu'on appelle l'électromagnétisme. Et l'électromagnétisme, c'est une des théories les plus élégantes, les plus performantes et les plus utiles que l'esprit humain a pu construire. Voilà, je vais donc terminer sur cette petite note romantique pour te dire que le romantisme est parfois bien nécessaire dans la vie. Voilà, c'est ici que se termine cette séquence. Je te propose de venir voir la suivante qui concerne la formule de Biot et Savart. Biot et Savart, qui sont deux scientifiques qui ont travaillé dans la même ligne que Ampère, donc ils avaient une approche newtonienne des sciences. Ils se sont notamment intéressés ici aux forces exercées sur une aiguille de boussole lors du passage d'un courant. On ne va donc pas tout de suite passer à Ampère, on va y aller plus progressivement. La formule de Biot et Savart est plus facile à appréhender que la théorie d'Ampère. Voilà, donc je te donne rendez-vous pour cette séquence. Je te dis à très bientôt et te remercie bien sûr pour ton attention.